Je ne rêve que d'une chose, je prie le bon Dieu pour une chose, c'est que cet avion n'arrive pas à destination, qu'il se crache totalement. Je suis Sandrine Fancy, je suis cadre bancaire. Je viens du Cameroun. Il était urgent pour moi de partir, de quitter le Cameroun pour l'étranger, pas forcément la France, mais pour l'étranger. Et je dois aussi l'admettre, la situation économique faisait que ma mère, elle s'interrogeait déjà et elle a décidé comme ça qu'il fallait absolument que je parte ailleurs, reconstruire une vie meilleure. Je n'ai pas d'attache en Europe. À ce moment-là, on a un contact qui nous est donné et ce contact a des personnes qui vivent en France. Donc on rencontre cette personne-là qui va nous aider à avoir le sésame, dans le sésame qui est un visa pour rentrer sur le territoire français. Je prends l'avion, j'arrive à Charles de Gaulle, il fait hyper froid en France, j'arrive en hiver. Donc j'arrive, je passe le contrôle de la douane et malheureusement je suis interpellée, puis fouillée par la douane. Un moment que je vis très mal parce que je me sens humiliée, mais vraiment au plus profond de moi-même. Et la décision est prise comme ça de me rapatrier. Donc je hurle jusqu'à ce que l'avion décolle et là je comprends que c'est trop tard, je ne peux plus rien faire. Et c'est le drame parce que durant le vol, je repense à ce qui m'attend au Cameroun, à ce que j'ai vécu et je pleure et je ne rêve que d'une chose, je prie le bon Dieu pour une chose, c'est que cet avion n'arrive pas à destination, qu'il se crache totalement, qu'on n'arrive jamais, parce que pour moi, je suis refoulée, je me sens inutile, je me sens inhumaine, je me sens vraiment jetée comme un bagage indésiré. C'est vraiment le drame que je vis à ce moment-là, oui. J'arrive au Cameroun et je suis accueillie bien évidemment par les forces de l'ordre. Et là, mon passeport est remis par le pilote aux autorités camerounaises, donc à la police. Moi qui avais cru vivre le pire à Charles de Gaulle, mais j'arrive dans un milieu qui est encore voilà, pire, mais pire. On retraficote un peu mon passeport et je reprends l'avion comme ça. Je n'arrive pas à Charles de Gaulle, je passe par la Suisse. Donc j'arrive en Suisse déjà, je manque encore d'être rattrapée et donc rapatriée. Et là, prise de panique, je me dis je vais revivre le même traumatisme, sachant qu'en partant, j'avais bien compris quand on m'accompagnait pour la seconde fois que je n'avais plus le droit à l'erreur, que j'étais obligée, même s'il fallait rester en prison, j'étais obligée de rester en Europe, je n'avais plus le droit de rentrer. Alors je ne vous dis pas, dans les couloirs, je cours et j'arrive dans ce vol-là. Et enfin, cet avion décolle pour l'Espagne. Et en Espagne, donc je suis accueillie par cette personne, une connaissance qui avait contacté une connaissance aussi en Espagne qui m'attend. Il me passe le téléphone et au bout du fil, c'est ma famille. Et je dis « Allô, c'est la fête, je comprends que ça y est, je suis sortie, je suis en Europe ». Qui m'accueille en ces termes, bienvenue au front. Moi, je ne comprends pas, je me dis comment ça, bienvenue au front. Il me dit, ça va être compliqué parce que là, tu arrives, mais tu vas devoir survivre parce que ce n'est pas évident. Il y a une histoire de papier. Et moi, je ne comprends pas. Je dis, mais c'est pas possible, moi j'ai mon passeport, donc tout va bien. Je décide donc de partir en France et je commence donc mon aventure de sans-papier. Donc très vite, on reste en communauté déjà de sans-papiers, on se soutient. On nous présente des personnes qui peuvent nous embaucher contre maigre rémunération. Donc j'ai commencé par être femme de chambre. On était payé 1 € la chambre. C'était très difficile parce qu'on arrivait des fois à 3, 4 filles comme ça pour les chambres. Il n'y avait pas le nombre exact dont on faisait. On pouvait être amené à faire 2, 3 chambres et quand il y en avait une qui restait, on se bagarrait des fois pour la seule chambre qui restait pour avoir le minimum pour payer au moins notre carte de transport et pouvoir manger. Donc j'ai très vite compris en fait que c'était difficile, mais que si je voulais m'en sortir, il fallait que je sorte de ce milieu-là. Alors bien évidemment, la surexploitation, c'est quand on a du travail, c'est-à-dire que les chambres à 1 € par exemple, aujourd'hui je trouve ça vraiment indécent, vraiment inhumain, mais à cette époque-là, mais c'est du pain béni parce que sinon on ne vit pas, on ne mange pas. Donc pour nous, on avait la chance de travailler contrairement à certaines personnes. Donc on allait dans les centres commerciaux, parfois on prenait à manger, on mangeait, on ressortait sans payer pour pouvoir garder de l'argent pour payer notre carte Orange à la fin du mois. J'ai la chance d'être accueillie dans une famille, donc déjà pour aider, donc je venais en contrepartie pour travailler et derrière j'avais cet hébergement-là. Là, les jeunes filles allaient à l'école, elles étaient étudiantes. Et je me disais, mais waouh, c'est ce que je veux faire demain, c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai donc décidé comme ça de me donner une chance et d'essayer de m'inscrire. Et il y a une des filles de la famille qui a eu l'idée comme ça de me trouver un établissement et de m'inscrire pour que je puisse reprendre en BTS. Cette histoire, c'est vraiment l'épisode de ma vie qui m'a vraiment marquée dans cette période de sans-papier. Parce qu'on arrive à faire les démarches, elle se présente un peu à ma place, elle dit que je suis sans papier, mais que les démarches sont en cours et je vais donc dans cet établissement le jour de l'entretien. Et j'arrive à l'entretien et cette personne se rend compte que ce n'est pas moi qu'elle a eu au téléphone. Et là, elle rentre vraiment dans une colère. Et moi, je me dis, je veux juste m'asseoir par terre, étudier, je vous en supplie, donnez-moi ma chance, mais hors de question. Elle me dit, vous partez, sinon j'appelle la police tout de suite. Parce que quand on est sans papier, le mot qu'on ne veut pas entendre, c'est police. Je voyais du gaspillage, je voyais de la nourriture jetée. Je me disais, mais qu'est-ce que je vaux en fait? Pourquoi on ne me donne pas une petite... Je ne demande rien, je veux juste essayer de m'en sortir, de reconstruire une vie. Pourquoi est-ce qu'on ne m'accepte pas? Je ne demande pas grand-chose. À cause d'un fichu papier, je suis traitée de la sorte, mais pourquoi?
Parce que pour la plupart, on a une situation, beaucoup de personnes partent pour fuir des conflits parce que ça ne va pas. Personne ne part de son pays comme ça en se disant, moi j'y vais, je suis contente de laisser ma famille, de laisser ma vie et de repartir reconstruire à zéro. Généralement, quand on part, il y a une très forte histoire derrière, il y a un traumatisme derrière. On fuit la guerre, on fuit les conditions climatiques, on fuit la pauvreté, on fuit, on veut accéder aux soins, on veut être logé, on veut avoir une meilleure qualité de vie. On part généralement parce qu'on a une histoire. Et quand on arrive et qu'on est heurté à cette réalité qu'on ne connaît pas quand on part, parce qu'on a une autre image, hein, on regarde à la télé, on n'imagine même pas d'ailleurs qu'on est dans nos pays d'origine, que des SDF, des sans-abri existent, que dans des structures associatives, il y a des Français qui vont demander de l'aide. C'est inimaginable en fait. Au contraire, on regarde même les immigrés qui sont en Europe, quand on regarde des vidéos dans les centres commerciaux, ils sont bien habillés, on a une grille de salaire qu'on convertit en la monnaie locale, on se dit mais waouh, c'est là-bas qu'on doit aller pour essayer de vivre mieux, parce que ça ne va pas. Donc on arrive pour les sans-papiers, c'est vraiment un choc. On part, parfois on a une belle situation, on travaille, on a le minimum et on arrive, waouh, je me dis cette injustice que j'ai vécue, je ferai tout mon possible et un jour, je rentrerai dans un établissement et je repartirai en cours. Les associations vont me donner de l'aide alimentaire, m'accompagner, mais pour avoir les documents, c'est compliqué. Donc, je vis cette vie, je continue à travailler, je me fais remarquer dans les associations, j'apporte mon aide. Dans ce parcours-là, je rencontre dans celui qui sera le papa de mes enfants. Et donc, j'ai ma fille qui naît et ma fille étant française, je peux enfin obtenir le sésame, mon premier titre de séjour. Je pouvais marcher librement. Il m'arrivait d'aller voir la police pour demander un renseignement juste pour montrer j'ai mes papiers, pour attendre qu'on me contrôle, pour montrer que j'étais en règle en fait. Je voulais rentrer à l'école, je voulais offrir le meilleur à mes enfants. Donc tout de suite, j'ai continué à aller dans les associations, demander de l'aide. Je ne le redirai jamais assez. Merci infiniment le Restaurant du Cœur, ces cours catholiques, ces cours populaires qui ont été là pour nous, qui nous ont accueillis malgré notre situation. Parce que quand je suis allée voir l'assistante sociale en lui disant que j'étais enceinte, que c'était compliqué pour moi et que j'avais mon frère, on m'a tout de suite dit que c'était pas évident de m'accepter seule, de m'accompagner toute seule, mais en plus j'avais une charge supplémentaire, on n'allait pas m'accompagner. Et je me suis retournée vers ces associations qui nous ont pris vraiment et qui nous ont soutenus, qui nous ont tout apporté. Et j'ai donc été acceptée à l'école et j'ai donc recommencé mes études. Et j'ai fait la rentrée de mon deuxième fils. Et ce même jour, je faisais ma rentrée en BTS, donc au Greta Meteor. Et là, je me retrouvais en train de devoir étudier avec les jeunes. Je ne comprenais d'ailleurs pas. Hein. Enfin, la culture était tellement... dans mon pays d'origine, c'est l'enseignant, on le respecte, tout est carré, c'est celui qui donne le savoir. Et là, j'étais dans un autre milieu où les jeunes, voilà, c'était des jeunes en fait. C'était autrement. Et j'ai cette chance-là d'avoir une responsable de formation qui est extraordinaire, qui voit que je suis en dépression et qui m'appelle et qui me dit « mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui explique que je ne m'en sors pas. Elle me booste et je termine dans mon année en BTS en étant major de promotion. Et là, je ne m'arrête pas parce que cette enseignante encore et d'autres enseignants me poussent et me disent « vous avez quelque chose, ne vous arrêtez pas, ce serait vraiment dommage ». Elles me font des lettres de recommandation, me motivent et je commence à chercher comme ça une entreprise qui veut bien m'accepter pour une licence. Alors, sachant que le milieu bancaire, pour moi, était totalement inconnu, c'était un rêve pour moi de travailler en banque. Donc, je postule et la Société Générale m'accepte pour une licence en alternance. J'arrive, l'année se passe très bien. Je termine avec mention et je décide de poursuivre en master. Je m'accroche, je sors de là en mode guerrière et je passe ma deuxième année de master. Je postule à des concours, donc je passe le concours de la résidence Alternop 2019, qui est un concours comme ça qui regroupe les alternants, donc qui sont dans des grandes entreprises, les grandes entreprises du CAC 40 carrément, qui ont des projets de création d'entreprises. Je passe ce concours-là. J'avais décidé d'apporter aux autres. Je m'étais dit, il y en a plein qui vivent ces situations-là et qui ont besoin que tu parles, que tu ailles les aider en fait. Et j'avais donc commencé comme ça à aller dans les associations, me proposer pour aider les femmes qui étaient comme moi à l'époque en fait. Et mes anciens collègues me voyaient en cours, donc j'allais les voir, je les accompagnais. J'ai commencé vraiment comme ça mes accompagnements. J'ai pris l'initiative d'aller à la mission locale et de leur dire que j'étais là, que s'il y avait besoin que je vienne booster les jeunes, comme on avait fait pour moi avant, j'étais prête à ça, à venir donner de mon temps pour accompagner ces personnes. J'arrive en finale et j'ai ce retour des jurys qui me demandent de pouvoir raconter mon histoire, que ce serait bien de raconter mon histoire à plus grande échelle et donc peut-être d'écrire un livre. Et donc cette idée germe en moi. Et donc j'ai écrit mon livre que j'ai intitulé Sandrine la Résiliente. Donc Sandrine la Résiliente, un titre qui m'a été donné. Donc je voulais et je veux, à travers mon parcours, prouver que quelles que soient ces situations de vie qu'on a traversées, qu'on traverse et qu'on va traverser, parce que vraiment la vie c'est des hauts et des bas, il est possible de se relever beaucoup plus fort et de se réaliser.
Donc je veux leur donner le droit de rêver, mais surtout de se donner les moyens d'oser afin de se réaliser, car pour moi, tant qu'on a le souffle de vie, tout est encore possible. Et moi, je décide en entreprise de donner de mon temps, de donner de mon aide à cette association-là. On a cette possibilité de le faire sur le temps de travail. Donc je m'inscris à cette session-là d'accompagnement. Et il m'est présenté Awa qui est réfugiée de la République centrafricaine, qui fait des gardes d'enfants de temps en temps, qui cherche sa voie, qui n'a pas confiance en elle, qui essaie de s'insérer dans la société. C'est compliqué, on me la présente et c'est elle que je vais accompagner. J'accompagne Awa et je fais venir Awa dans mon lieu de service, donc dans mon bureau. Et elle arrive, elle veut connaître mon histoire. Je lui raconte mon histoire et ça crée le déclic. Et Awa, elle se dit, mais j'ai des capacités en fait, je peux y arriver, ce n'est pas impossible. Donc ça marche tellement bien. Awa trouve sa voie, elle trouve son emploi et l'association nous invite comme ça pour parler de notre parcours. Et cette association-là reçoit quelques mois plus tard dans l'invitation de la mairie de Paris pour venir assister à la cérémonie de parrainage républicain. Donc une cérémonie qui est comme ça organisée à l'occasion de la Journée internationale du migrant. Cette journée, je n'en ai jamais entendu parler alors que j'étais migrante. Donc l'association nous contacte et Awa et moi, on va donc à cette cérémonie sans savoir ce qui nous attend. J'arrive et Awa et moi, on est deux immigrés. Ça intrigue en fait, les gens ils veulent comprendre notre histoire. Et là, je parle de notre parcours et j'adresse des mots d'encouragement aux réfugiés qui sont là et des mots de remerciement à la nation tout entière devant les élus parce que c'est grâce à eux que je suis là. Et à la fin, on a cette certification. Certification qui est vraiment un symbole de reconnaissance. Donc c'est vraiment un titre qui est honorifique, mais donc la mairie de Paris nous délivre ce titre-là pour nous remercier des actions qu'on mène en faveur des personnes migrantes. C'est très fort pour moi, pour remercier les Français de toutes ces actions-là qu'on mène. Et c'est aussi un certificat qui reconnaît la place du migrant, qui les accepte comme ça devant les autorités, devant l'Assemblée en tant que citoyen de la nation. Donc pour nous, c'était un moment très très fort. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé comme ça de sous-titrer mon livre de sans papier à marraine républicaine.